Je dis mes droits face à l'État. 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 Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être des nôtres. La République du Congo, à l'image des autres États à travers le monde, s'emploie de façon responsable et sérieuse à éradiquer sur son sol la maladie à coronavirus Covid-19. Et dans le cadre de la lutte contre cette pandémie qui ne cesse de décimer les vies, vous le savez sans nul doute que le vaccin est à ce jour le moyen le plus efficace au-delà des gestes barrières pour combattre cet ennemi invisible. Ainsi, dans l'objectif de promouvoir le droit à la santé et à la vie des citoyens, pendant cette période de crise sanitaire, le gouvernement a initié depuis quelque temps déjà une campagne de vaccination gratuite contre la Covid-19. Seulement, cette initiative qui est salutaire est diversement appréciée par les populations, qui d'ailleurs sont réticentes face à la vaccination. La vaccination contre la pandémie Covid-19 et le respect des droits humains, voilà défini le thème de ce numéro de la Tribune des droits de l'homme. Et pour en parler, nous recevons pour vous sur ce plateau le médecin-colonel Alexis Mourou-Mouyoka. Il est directeur du programme élargi de la vaccination au ministère de la Santé et de la Population. Autre invité, le commissaire Modeste Mbossa. Il est le vice-président de la sous-commission droits civils et politiques à la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle. Enfin, le dernier invité, c'est M. Yohan Ibiliki, membre de la société civile congolaise. Bonsoir à vous, chers messieurs, bonsoir. Et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. L'importance de la vaccination contre la Covid-19, on en parle avec vous, mais avant de commencer avec vous, chers messieurs, je vous prie de suivre d'abord ce reportage et nous allons revenir sur ce plateau. Les dernières données analysées indiquent que sur la période du 1er au 10 octobre 2021, 7709 personnes ont été testées, dont 882 cas positifs, soit un taux de positivité de 11,4%. Parmi ces cas, les plus récents, 23 décès en 10 jours ont été enregistrés en milieu hospitalier, ce qui fait grimper le taux de létalité à 2,6%. 21 décès sur les 23 dont je viens de parler concernent des personnes qui n'étaient pas vaccinées. Je répète, 21 décès sur les 23 derniers décès sur les 10 derniers jours concernent des personnes qui n'étaient pas vaccinés. Au regard de ces chiffrages épidémiologiques qui présagent une aggravation de la situation Covid-19 dans le pays, les réactions des populations sont plus ou moins paradoxales. Il faudrait d'abord que le message passe bien au niveau des populations, parce qu'il y a beaucoup de populations qui sont réticents à l'idée de recevoir le vaccin. Et les pouvoirs publics aussi de s'y impliquer fortement pour amener les populations à accepter les vaccins. Je suis vacciné, mais mon entourage trouve que cela n'est pas plaisant parce qu'ils ne sont pas convaincus de l'effet que le vaccin peut apporter sur la lutte contre le Covid. Prendre le vaccin, c'est une bonne chose. Mais je ne me suis pas vacciné parce que je suis encore dans la crainte par rapport à tout ce qui se dit, que le vaccin a des effets. D'autres se posent encore mille et une questions sur la compatibilité ou non de certaines maladies chroniques avec les vaccins anti-Covid-19. Hypotension, hypertension, bon, si ça ne se stabilise pas, je ne peux pas m'engager comme ça. Si je vais, quand on voit c'est monter, on ne peut pas prendre, Bon, c'est ce que je dis, mais on ne peut pas soigner la personne en stabilisant sa tension pour que la personne prenne son vaccin, son risque. Les Congolais ont également dit un mot sur les dernières mesures prises par le gouvernement consécutivement à la détection du variant Delta du coronavirus. Les cérémonies de mariage civil, religieux, de mariage coutumier et de dot sont suspendues sur l'ensemble du territoire national pour une durée de 45 jours.
Les autres manifestations publiques, y compris les offices religieux, devront strictement respecter les mesures barrières et notamment les jauges prévues à cet effet. Les cérémonies de deuil, les veillées et les enterrements seront strictement encadrées pour respecter les mesures barrières. Cela va dans les missions régaliennes de l'État de protéger sa population. Pour un État qui est regardant pour le bien-être de sa population, doit appliquer des méthodes pour essayer de diminuer le taux de contamination ou encore d'essayer de limiter la propagation de ce virus. Donc je ne peux que partager cela. Le gouvernement continue d'appeler les populations à faire fi des rumeurs afin d'emprunter la voie de l'immunité collective contre la Covid-19 au moyen de la vaccination. Voilà, un seul mot a retenu mon attention dans la première partie de ce reportage. Réticence. Alors, votre réaction face à cette réticence des populations, mon colonel? Merci. Je crois que la vaccination, comme chacun le sait, est une intervention de santé publique majeure dont le bénéfice ne peut pas être remis en question. Et je dois souvent rappeler que ce n'est pas aujourd'hui que l'on a introduit la vaccination dans notre pays. C'est très important parce qu'on a tendance à l'oublier. En 2018, notre pays a déclaré une épidémie de fièvre jaune dans le département de Pointe-Noire, à partir d'un seul cas qui a été détecté. Un seul cas suffit pour déclarer l'épidémie dans un pays. Il y avait donc eu un cas de fièvre jaune détecté dans le district sanitaire de Luandjili, à Pointe-Noire. Et une fois que cela a été confirmé, notre pays a déclaré l'épidémie et nous avons organisé une campagne en riposte à l'épidémie. Parce qu'il y a deux types de vaccination. Il y a la vaccination de routine, c'est-à-dire au quotidien, on vaccine nos enfants. Tout le monde ici sait que nous vaccinons nos enfants contre 12 maladies cibles du programme élargi de vaccination. À côté de la vaccination de routine, il y a les campagnes de vaccination. Les campagnes de vaccination sont de deux types. Il y a des campagnes préventives, c'est-à-dire on sait qu'il y a un risque dans notre zone de contracter telle maladie, on fait une campagne préventive. Il y a des cas où on a déjà détecté une maladie et on fait une campagne réactive, c'est-à-dire on réagit à l'épidémie. C'est le cas pour Covid. Et donc je voulais rappeler qu'il y a déjà une campagne réactive en 2018 à Pointe-Noire contre la fièvre jaune à partir d'un seul cas. Et nous sommes allés vacciner en une semaine. La cible était de 1 111 000 personnes, c'est-à-dire toutes les personnes âgées de 9 mois à 60 ans. En une semaine, alors que nous nous attendions à 1 111 000 personnes à vacciner, nous avons vacciné 1 114 000 personnes, je dis bien en une semaine. Et c'était également un vaccin injectable, comme celui de Covid. Et actuellement, nous sommes dans la même situation, c'est-à-dire il y a une pandémie qui n'est même pas limitée à notre pays, qui touche le monde entier. Et cette pandémie a déjà occasionné des morts, y compris dans notre pays. On vient de nous rappeler les chiffres. Alors, comment on peut comprendre qu'à Luandjili, un seul cas, le fait que nous soyons en épidémie, on a pu en une semaine vacciner 1 114 000 personnes, et qu'aujourd'hui, il y a une pandémie qui, dans notre pays, en 10 jours, a déjà fait 23 morts, et on continue à tergiverser pour se faire vacciner. C'est difficile à comprendre, et surtout quand on sait que les chiffres disent que sur 23 personnes hospitalisées et décédées, il y a 21 personnes qui n'étaient pas vaccinées. Donc on voit bien que ce sont les personnes non vaccinées qui sont les plus menacées. Avec toutes ces données, la seule explication, c'est le fait qu'il y a eu une espèce d'intoxication à travers des rumeurs infondées sur la vaccination. Et donc, la seule réponse est de communiquer davantage sur cette vaccination pour combattre efficacement toutes ces informations non fondées qui circulent ici et là pour remettre en cause la pertinence
ou l'importance de la vaccination, surtout dans ce contexte particulier. Ok, merci. Alors, Monsieur Ibiliki, quelle est votre réponse face à cette réticence des populations, vous en tant que société civile? Vous savez, on peut débattre de tout, sauf des chiffres. Les chiffres sont là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La réticence est due à, pour ne pas revenir sur ce que le docteur a dit, tout ce qu'on ventile comme information, tout ce qu'on ventile comme infox, comme fake news. Il n'y a qu'à prendre les réseaux sociaux. Je suivais encore récemment une vidéo de quelques personnes qui venaient de se faire vacciner et après avoir pris leur vaccin, il suffisait de poser le téléphone et le téléphone restait suspendu sur le bras. Donc comme ça, des personnes non sensibilisées, non aguerries, vous imaginez que c'est déjà un frein qui se présente pour aller se faire vacciner. Donc la réticence, c'est vrai que de façon générale, il y a toujours eu un écart entre ce que le gouvernement, ce que les dirigeants disent et ce que la population veut croire, parce que depuis toujours, il y a toujours eu des théories du complot sur le net. On voit encore chez les Américains le 11 septembre, il y en a jusqu'à aujourd'hui qui ont pensé que ce n'était que tout un film qui était organisé. Donc il y a toujours un écart entre ce que nos dirigeants disent et ce que la population veut bien croire. Et malheureusement, avec l'arrivée d'Internet, les théories du complot sont ventilées et ceux qui ont, on va dire, la lucidité de voir que ces détails ne sont pas toujours vrais sont sauvés, mais malheureusement, beaucoup tombent dans ce piège. Je reviens encore sur cette vidéo où le téléphone, moi j'ai pris mon vaccin, quand j'ai posé le téléphone, il n'est pas resté accroché à mon bras. Donc la réticence est due à toutes ces fausses informations qui sont ventilées et qui fait que les gens sont parfois tentés à croire à ce qui est dit. Alors, docteur, nous allons parler de la vaccination contre la pandémie Covid-19. Que doivent retenir les populations sur le vaccin anti-Covid? La population doit retenir que le vaccin est le seul moyen d'interrompre la circulation du virus au sein de notre population. Et quand on aura interrompu la circulation du virus, il y aura moins de personnes contaminées et à la fin, il y aura plus de personnes contaminées du tout. Mais surtout, cela empêche le développement des variants parce que plus le virus circule, plus il s'adapte et donc c'est cela que l'on appelle des variants, c'est-à-dire il devient plus difficile à combattre. Donc, il faut que nous nous soyons fait vacciner le plus rapidement possible pour que, justement, la masse critique de personnes vaccinées atteigne un seuil qui permet de parler d'immunité collective. Et c'est donc atteindre cet objectif qui est essentiel dans ce que nous pouvons dire à la population parce que nous sommes à 4% de personnes vaccinées. Alors que d'ici fin décembre, nous devons atteindre, selon l'OMS, 30% de personnes vaccinées pour que d'ici fin août 2022, nous soyons à 60% au moins de personnes vaccinées. Mais aujourd'hui, nous avons comme l'impression que la vaccination devient à caractère obligatoire. C'est la mesure la plus efficace. Les autres mesures sont également efficaces, mais la plus efficace, c'est la vaccination. Nous respectons la distanciation sociale, nous respectons le port du masque, nous respectons la nécessité de tousser dans le creux du coude. Nous respectons toutes ces mesures parce que nous savons qu'elles ont pour objectif de nous protéger contre cette maladie. Alors, commissaire, la première question que je vais vous poser, est-ce que nous pouvons faire un lien entre la vaccination contre la Covid-19 et les droits humains? La relation ou le lien qu'il y a entre vaccination et droits de l'homme est aussi facile à relever dans le sens que, d'abord, les droits de l'homme, c'est quoi? C'est nos prérogatives, les prérogatives ou avantages inhérents à la personne humaine. Et donc, ce sont nos droits au quotidien face à l'État. Et parmi ces droits, nous avons le droit à la santé. Or, en certaines matières, nous disons que promouvoir un droit, c'est promouvoir aussi un autre droit. Donc, par la vaccination, nous sommes en train de promouvoir le droit à la santé. En même temps, nous sommes en train de promouvoir le droit à la vie. Et cela, selon les termes de l'OMS, la vaccination constitue un droit fondamental à la santé et une responsabilité individuelle, collective et gouvernementale est prise comme telle.
Et nous avons un arrêt du 8 avril dernier, donc de cette année, de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a repris les mêmes termes de l'OMS pour démontrer la relation qu'il y a entre la vaccination et les droits de l'homme. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que les populations inventent des histoires. Moi, je prends un exemple. Moi, j'étais dans un ascenseur. Quelqu'un me dit, mais on ne parle pas de la vaccination, c'est qu'on va nous mettre la marque de la bête. Voilà. Après, je n'ai rien compris. Et quand j'ai demandé l'explication, non, cela a comme une explication religieuse ou mystique ou comment. Non, il n'y a pas cela. Nous sommes en train c'est des mesures de prévention et de protection de notre santé. Et par notre santé, notre vie en dépend. C'est pour ça que nous disons que les droits de l'homme sont interdépendants. Si nous parlons du droit de la vie, le droit de la vie à lui seul ne sauve pas. Il faut regarder le droit de la santé. Le droit de la santé et également le droit à l'information. Nous parlons d'une campagne massive de population. Oui, il faut que les populations soient informées. Qu'est-ce que le droit à la vie, sans le droit à la santé, sans le droit à l'information ou sans le droit à l'alimentation. Donc tous ces droits sont interdépendants, bien que le droit à la vie soit le facteur explicatif ou justificatif des autres droits, mais tous ces droits sont complémentaires. Mais est-ce qu'au vu de certaines mesures prises par le gouvernement, on peut parler aujourd'hui de la violation des droits de l'homme? Bon, oui, je vous remercie pour cette question, parce qu'on en parle lent. Je dis d'abord que c'est en 1902 que l'obligation vaccinale avait été instaurée contre la variole. Donc, et l'obligation vaccinale trouve son fondement dans les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux. Je m'explique. Nous avons le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. En son article 12, ce pacte prescrit aux États de prendre des mesures nécessaires pour garantir ou assurer la santé des populations et lutter contre la prophylaxie et traiter les maladies endémiques. Nous avons l'article 16 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui également fait obligation aux États de prendre des mesures pour sauver la santé des populations. Et au plan interne, mais quand on parle... N'oublions pas qu'il existe un code de la santé publique. Et au plan interne, nous avons d'abord notre Constitution, à son article 36. L'article 36 de la Constitution dispose que l'État est garant de la santé publique. Mais la santé publique est une question fondamentale de droits de l'homme. Voilà. Donc, quand on parle de l'obligation, mais oui, il n'y a pas quoi d'anormal. Et il n'y a pas longtemps à peine, le 23 mars dernier, le Comité des Nations Unies des droits de l'homme, le Conseil des Nations Unies des droits de l'homme a pris une résolution. Laquelle résolution le Conseil des droits de l'homme et des Nations Unies exige aux États de prendre des mesures en toute urgence pour l'accès des populations au droit à la santé et également le droit de bénéficier du progrès scientifique, lesquels on retrouve dans l'article 15 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Voilà. Donc, le caractère obligatoire de la vaccination n'a rien à voir avec une violation. Moi, d'abord, je n'appelle pas ça une violation. Ce sont des limitations qui sont justifiées et qui sont provisoires. Docteur, récemment, le gouvernement venait de prendre encore des nouvelles mesures. Nous l'avons suivi dans ce reportage. Parmi les nouvelles mesures, il y a entre autres cette question d'amplifier la vaccination. Bon, en tant que directeur du programme élargi de la vaccination, comment entendez-vous vous mettre à pied d'œuvre afin de faire adhérer, en tout cas, la grande masse? Il faut que l'on renforce la communication.
Au moment où je vous parle, nous sommes face à une difficulté. Je profite de votre micro. Nous avions, parmi les vaccins que nous utilisons dans cette campagne de vaccination contre la COVID-19, nous avons un vaccin, le vaccin Sputnik V. Avant que nous n'ayons le vaccin Sputnik Light qui est administré en une seule dose. Nous avons eu à utiliser le vaccin Sputnik V. Et comme l'approvisionnement en vaccins, je le disais, n'est pas évident, nous avons eu un retard de livraison des doses de ce vaccin. Et finalement, les doses sont arrivées. Et entre-temps, les personnes qui attendaient leur deuxième dose, qui venaient sur nos sites ne trouvant pas le vaccin, ont fini par se décourager. Et actuellement, nous disposons encore de 5 000 sur les 7 000 doses que nous avons commandées, qui sont en train de chômer. Et il ne faudrait pas que ces doses arrivent à péremption, parce qu'il y a des personnes qui ont déjà reçu une dose et qui savent qu'ils doivent venir pour la deuxième dose. Voilà. Quel est le meilleur moyen de communiquer? Si ce n'est comme nous le faisons, ces personnes, si elles nous écoutent, doivent savoir que ce vaccin est désormais disponible et doivent donc se rendre sur n'importe quel site de vaccination avec leur fiche, ou même sans leur fiche, on retrouvera leur nom dans le système et on va leur administrer la deuxième dose pour que ces personnes deviennent complètement vaccinées. Et vous voyez que en 2 jours, nous pouvons avoir 5 000 personnes de plus parce que ces personnes sont déjà dans le système, mais ne sont pas déclarées complètement vaccinées, donc ne permettent pas à nos chiffres d'augmenter parce que simplement, certains peut-être ne savent pas que cette deuxième dose est enfin arrivée parce qu'entre-temps, c'est vrai, on était en rupture de ce vaccin parce que sur le marché, il y avait des difficultés d'approvisionnement. Voilà pourquoi je dis le premier élément, c'est la communication. Si ces gens-là nous écoutent, je pense que ce ne sont pas des gens qui sont réticents, mais simplement qui n'ont pas encore l'information que ce vaccin est arrivé depuis le mois de juillet. Sur les 7 000 personnes attendues, il n'y a que 2 000 qui sont venues. Les autres ne sont probablement pas encore informés depuis juillet. Nous demandons aux responsables des sites de vaccination de les relancer parce qu'ils ont leur numéro de téléphone. Les vaccins sont disponibles. Ce sont des vaccins de qualité que nous avons déjà administrés à ce jour. Plus de 400 000 doses de vaccins et que sur les 400 000 doses de vaccins administrées, nous n'avons enregistré aucune complication majeure. Et que, actuellement, malheureusement, sur les 1 092 000 doses reçues, nous n'avons pu administrer qu'à peu près 400 000. Et nous souhaitons que chacun prenne conscience de l'importance d'atteindre cette immunité collective. C'est cela qui va permettre de lever progressivement les restrictions. Alors, parlons des restrictions, commissaire. Le gouvernement a encore pris d'autres mesures. Mais ne pensez-vous pas que ces restrictions tendent un peu à enfreindre la liberté des citoyens? Eh bien, en termes de liberté, dans cette matière, ce qu'on appelle le libre consentement, où chacun dit je peux me faire vacciner ou non. Mais ici, ce n'est pas le cas. Le libre consentement s'applique lorsqu'on est à l'étape d'expérimentation, à l'étape de la recherche. Mais nous savons tous que les vaccins aujourd'hui ont été autorisés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, il n'y a pas des mesures du gouvernement qui sont là pour comme violer, entre guillemets, comme disent certaines personnes, la liberté des citoyens ou des citoyennes. Non, il n'y a pas cela. Hein. Nous encourageons, au niveau de la CNDH, c'est-à-dire la Commission nationale des droits de l'homme, tel que le veut le président de la Commission, qu'il y ait vraiment des mesures efficaces, telles que le gouvernement tente de les édicter, et que les populations les suivent. C'est pour permettre à chacun de nous d'être en bonne santé. Qui veut mourir demain? Personne n'a jamais... Si chacun voyait où venait la mort, chacun de nous allait courir dans tous les sens. Donc, nous avons l'occasion déjà d'avoir les vaccins, que chacun de nous se préoccupe à aller... Tout à fait. Et ce qui m'étonne, c'est que nous savons très bien que désormais, pour se rendre à l'étranger, dans la plupart des pays, il faut présenter un test négatif de moins de 48 heures. Nous savons que pour rendre, une fois dans ces pays, pour circuler dans certains espaces, il faut présenter
ce qu'on appelle aujourd'hui le pass sanitaire, c'est-à-dire la preuve que l'on est vacciné. Alors je ne comprends pas pourquoi, vis-à-vis de l'extérieur, on est prêt, avant de voyager, de se faire vacciner. Et que les mêmes règles, si on veut les appliquer pour que, ici chez nous aussi, quand on circule dans certains espaces publics ou même privés, que l'on soit protégé. Pourquoi chez nous ce serait considéré comme une violation des droits de l'homme et lorsqu'il s'agit de l'extérieur, ce n'est pas considéré comme tel. Chacun se soumet sans rechigner au fait qu'il faut se vacciner pour voyager. C'est cela qui m'étonne. Et je pense que ça devrait être le contraire. Parce que nous sommes chez nous et on doit s'assurer que notre pays ne sera pas demain sur une liste rouge comme une destination où on ne peut pas se rendre parce que le niveau de vaccination ne permet pas de garantir qu'il y a une immunité collective et que c'est un pays où le virus circule moins. Parce qu'après, les États seront classés aussi. On classera les pays. Et donc, nous avons intérêt à respecter nos propres règles que nous nous fixons au lieu de se contenter de ne respecter que les règles que les autres nous fixent. On comprend qu'il faudrait aujourd'hui des véritables actions sur le terrain, des actions de sensibilisation, d'édification du public. Monsieur Ibiliki, vous, société civile, est-ce que vous avez des actions que vous avez déjà menées sur le terrain dans le cadre de la lutte contre la Covid-19? Si oui, quelles sont ces actions? Alors, depuis le début de la pandémie, au niveau de notre association, on n'a ménagé aucun effort parce que déjà depuis l'année dernière, nous avons commencé les sensibilisations dans les marchés, nous avions réalisé un spot, nous sommes descendus dans les établissements pour sensibiliser les jeunes. C'est vrai que l'année dernière encore, l'accent sur la vaccination n'était pas fait parce qu'on n'avait pas encore tous adopté comme premier moyen de lutte. Mais rien que cette année, il y a quelques mois, j'étais avec le docteur Alexis qui nous avait fait l'honneur de nous accompagner au cours d'un atelier de formation des réseaux des jeunes. Donc on avait réuni comme ça des cadres de certains ministères, jeunesse, santé, etc. et aussi les leaders des associations de jeunesse pour qu'ils soient ensemble édifiés. Ils ont eu la chance d'avoir de grands orateurs, de grands formateurs, y compris le docteur qui, après d'ailleurs son exposé, a réussi, il faut le dire, à mobiliser certaines personnes. Moi d'ailleurs, je n'étais pas vacciné avant cet atelier, mais les éléments qui avaient été apportés avaient permis en tout cas à ce que tous on comprenne que la vaccination était importante. Donc c'est comme ça, parmi nos actifs, cet atelier qui avait été organisé avec les réseaux, les responsables des associations de jeunesse. Un autre spot de sensibilisation a été réalisé, il a été diffusé au niveau de la télévision nationale où on mettait en lumière la vie d'avant et la vie aujourd'hui avec toutes les restrictions. Et l'invite à la fin de ce spot, c'était que si on veut que la vie redevienne comme avant, avec nos libertés de circulation, de va-et-vient, il faut se faire vacciner. Et à part cela, on continue à produire comme ça des prospectus, des affiches numériques qu'on partage sur les réseaux sociaux. Je pense que parmi les premières mesures, et il y a une mesure importante, c'est que le personnel de santé doit être au-dessus de tout soupçon. Le personnel de santé devra être exemplaire. Nous ne pourrons pas réussir cette vaccination si le personnel de santé n'est pas exemplaire. Or, qu'est-ce que nous constatons? Qu'il y a encore des agents de santé et même du personnel de santé, donc des gens qui sont au contact des patients qui ne sont pas vaccinés. Et ça, il y a des mesures qui sont prises. On ne peut pas dire que ces personnes-là sont libres tout en continuant à vacciner les autres ou à administrer les soins, à recevoir les patients, qu'ils ne soient pas vaccinés, alors que les derniers chiffres nous indiquent que la situation commence à prendre une tournure telle qu'il faut renforcer les mesures pour éviter que la situation ne soit plus sous contrôle. Parce que jusque-là, on avait réussi à contrôler la situation dans notre pays. Et la vaccination est le moyen le plus sûr d'arriver à atteindre cet objectif et le personnel de santé doit être exemplaire de ce point de vue. Commissaire Lévy. Oui, et toujours dans la mesure qui consistera à renforcer les mesures consistant à permettre aux populations d'aller de plus en plus se faire vacciner
le gouvernement, vous avez suivi certaines personnes qui parlent du libre consentement. Nous l'avons dit que non, nous sommes plus en phase d'expérimentation des vaccins. Et pour ne pas donner le prétexte à ces vaccinaux pessimistes, le gouvernement peut également, par voie législative, permettre qu'il y ait un texte pour rendre effectivement obligatoire la vaccination et également accompagner cela des sanctions. L'importance de la vaccination n'est pas à démontrer. Vous avez suivi les interventions de nos invités ici sur le plateau. La conscience collective est donc interpellée. Avant de me séparer de mes invités, mesdames, messieurs, la télé et la radio, c'est le temps. Le temps qui nous avait été donné pour cette émission a été déjà épuisé. Je vais donner la parole à chacun des invités de dire un mot à l'endroit du grand public. Docteur. Merci. À l'endroit du public, nous rappelons surtout que les vaccins sont disponibles, y compris ceux qui nous ont fait défaut à un moment donné, comme le composant 1 du vaccin Sputnik V. Mais nous avons le vaccin Sinopharm disponible, nous avons le vaccin Johnson & Johnson disponible. Et en ce moment précis, tout ce que nous souhaitons, étant donné que nous avons, en plus des centres fixes de vaccination, qui seront encore augmentés pour permettre à chaque arrondissement d'avoir suffisamment de centres fixes de vaccination, nous avons la stratégie mobile, des équipes qui partent sur les différents sites pour rapprocher le service de vaccination des usagers. Avec toutes ces mesures, j'espère que chacun étant conscient de ces chiffres qui inquiètent, ne va plus perdre un seul instant pour accélérer cette vaccination et nous permettre d'atteindre l'objectif de 30% de couverture vaccinale qui sera évalué dans quelques jours, c'est-à-dire le 31 décembre 2021. Alors, commissaire, votre mot de la fin. En fait, je n'ai pas un mot de la fin. J'ai plus le message du président de la Commission nationale des droits de l'homme qui dit « Vaccinons-nous pour nous protéger et pour protéger les autres. » Monsieur Ibiliki. Il faut remercier une fois de plus la Commission nationale des droits de l'homme pour les nombreuses initiatives. Ce n'est pas la première fois que je suis invité sur votre plateau pour échanger sur les questions de santé et particulièrement sur la pandémie de Covid-19. En même temps, j'ai un message quand même à l'endroit des pouvoirs publics au niveau de la communication. On a tous retenu qu'il est important d'intensifier la communication, mais aussi il est important de voir un paramètre qui communique. Je pense que les populations préféreraient voir plutôt les professionnels de santé. Vous voyez, quand le docteur Alexis communique, il est clair, il a des chiffres, il nous conforte dans notre idée que la vaccination est une bonne chose et que la guerre, le président l'a dit, le président de la République l'a dit, c'est une guerre sanitaire. Donc, que les politiques soient moins vus, parce que l'image d'un politique peut aussi faire que, parce qu'on ne l'aime pas, on ne croit pas en son message, et ça fait que les gens perdent parfois cette volonté de prendre la vaccination. Et à l'endroit de la population, on comprend que ce n'est pas évident. Tous, moi je l'ai dit que j'ai hésité, c'est suite aux échanges que j'ai eu avec le docteur Alexis qui a sorti des arguments, et moi en tant qu'intellectuel, j'ai essayé d'analyser et j'ai dit, mais tiens, écoutez, si on pense que c'est à travers la vaccination qu'on veut éliminer la population, pourtant il existe beaucoup d'autres moyens et depuis toujours qui pouvaient être mis en place. Et ces vaccins qui nous sont injectés, c'est les mêmes qui sont injectés partout. Et donc à travers cette analyse, les échanges que j'ai eu avec le docteur, moi j'ai pris ma décision, je me suis fait vacciner. Voilà. Nous voici à la fin de ce numéro de la Tribune des droits de l'homme. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. On se fixe prochainement dans un autre numéro.